Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes réunis à l'occasion de ce webinaire pour échanger sur la responsabilité sociale et ou sociétale d'ailleurs des entreprises dans le secteur financier en Afrique. Pour modérer cette rencontre, je suis Elisabeth Kibitek, partenaire associée à Microsafe Consulting pour la zone Afrique centrale et ouest. Microsafe Consulting ou MSC est une société de conseil international spécialisée en inclusion financière et économique et sociale qui conduit ses activités en Afrique et en Asie. MSC collabore principalement avec différents acteurs du secteur tels que des gouvernements, les banques, institutions financières, des entreprises télécoms, des fournisseurs de services fintech à travers l'Afrique et l'Asie sur des thématiques comme la finance inclusive, les problématiques du genre, de la jeunesse, de changement climatique, l'agriculture, de santé, j'en passe. Nos principaux services sont offerts sous forme d'assistance technique, de recherche et de formation, notamment avec notre institut ELIX. Avant d'aller plus loin, quelques petits rappels pour faire de ce moment un moment de qualité. Le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure et demie, incluant une phase de session de questions-réponses venant du public. Nous vous prions de garder vos micros et vidéos fermés pendant tout le webinaire et utiliser le chat pour poser vos questions si vous en avez. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à utiliser abusivement le chat. Vos questions seront répertoriées par ma collègue Rebecca et posées aux panélistes qui se feront un plaisir d'y répondre pendant la session de questions-réponses. Les coordonnées des panélistes aussi, ainsi que les informations importantes qu'ils voudront partager avec vous seront mis dans le chat. Le webinaire est enregistré et vous sera transmis à la fin de la session. Il sera disponible aussi à travers nos différents sites microsafeconsulting.net et le hub de la finance digitale.com, ainsi que sur les réseaux sociaux de MSC. Enfin, à la fin de cette session, vous recevrez un formulaire d'évaluation. N'hésitez pas à le remplir pour nous faire part de vos avis. Alors, innover pour un avenir durable, la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur financier en Afrique. Le secteur financier africain se trouve à un tournant décisif pour les attentes croissantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises, au RSE, croisent des défis économiques et environnementaux pressants. Alors que la RSE devient un élément central des stratégies globales, sa mise en œuvre reste instable. Une étude récente révèle que 80% des institutions financières en Afrique reconnaissent l'importance de la RSE. Par contre, moins de 50% disposent d'une stratégie formelle pour la développer. Malgré cela, une publication de la BAD en 2023 nous renseigne que depuis 2023, d'ailleurs, entre 4 et 7% des bénéfices nets des institutions financières sont consacrés à des initiatives RSE et ciblent les domaines d'éducation, d'accès à l'eau potable et de la lutte contre la pauvreté principalement. Comment ces initiatives transforment-elles les communautés? Y a-t-il un réel impact social perceptible? Comment encourager une adoption plus généralisée et inclusive de ces initiatives RSE, malgré les obstacles et les défis? Aujourd'hui, nous allons en parler avec nos panélistes de premier ordre. Nous allons aussi explorer les différents outils, innovations, et stratégies qui façonnent l'avenir ou qui peuvent façonner l'avenir de la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que de la responsabilité environnementale de ces dernières. Bienvenue à notre panel que je vais vous présenter d'entrée, en commençant par le seul homme de cette session, de ce panel, Ange-Frédéric Balma. Ange-Frédéric est ingénieur de formation. Il est spécialisé en miniaturisation de composants électriques, certifié en conception d'objets connectés, avec une expertise en système de sécurité, big data et énergie renouvelable. Il est diplômé des hautes études technologiques d'ESEO en France. Il est le fondateur de l'IFI-LED. L'IFI-LED, c'est une start-up pionnière qui utilise la technologie LiFi pour révolutionner l'accès à la lumière et à Internet haut débit dans les zones rurales en Afrique. Il a à son actif plusieurs brevets et distinctions prestigieuses, comme le Tony Elumelu Award ou encore la médaille d'or au Salon des inventeurs de Genève, parce qu'il est un serial entrepreneur, comme il se prénomme lui-même, et un leader de l'innovation durable en Afrique. Aujourd'hui, l'IFILED opère dans plusieurs pays africains et prévoit d'ailleurs une expansion au Sénégal et en Mauritanie. Bienvenue, Ange Frédéric. Notre deuxième panéliste
C'est Sibia. Sibia est leader accompli de plus de 18 ans d'expérience professionnelle dans le secteur financier. Elle compte parmi les pionniers d'ailleurs de la finance inclusive en RDC et est reconnue pour sa vision stratégique et son engagement envers l'innovation. Actuellement, Sibia est directrice générale adjointe chez Finca RDC. Elle supervise les départements support et pilote des initiatives qui transforment les services financiers en outils d'inclusion sociale et environnementale. Sibia est passionnée par la digitalisation responsable et a joué un rôle clé dans la modernisation de Finca RDC, notamment en dirigeant des projets ambitieux qui ont révolutionné l'expérience client. Sa capacité à concilier technologie et impact positif en font une actrice majeure du secteur financier en Afrique. Bienvenue, Sibia. Et enfin, et non des moindres, nous avons Cécile Apneau. Cécile est directrice exécutive de Cerise, qui est une figure emblématique de la promotion d'une économie inclusive et responsable. Avec plus de 20 ans d'expérience, Cécile excelle dans la stratégie organisationnelle, le mentorat, l'accompagnement des institutions financières, des entreprises sociales, des investisseurs. Cécile est experte en audit social, performance environnementale, gestion des risques ESG et a piloté plusieurs projets transformateurs dans le secteur de l'inclusion financière. Elle est titulaire d'un doctorat en économie rurale axé sur la microfinance en Indonésie et a collaboré avec diverses institutions comme le CIRAD. Sous sa direction, Cerise SPTF a révolutionné la gestion de la performance sociale et environnementale, développant des outils novateurs comme SPI Online, largement adoptés à travers le monde. Sa vision va au-delà de l'inclusion financière traditionnelle, s'inscrivant dans une dynamique de réduction des inégalités sociales et environnementales. Par son travail, Cécile aide à construire des stratégies durables qui répondent aux besoins des populations vulnérables tout en offrant des solutions concrètes aux institutions cherchant à maximiser leur impact social. Bienvenue Cécile, bienvenue à tous nos panélistes. Nous allons commencer avec vous Cécile, avec la première question. J'ai évoqué d'entrée de jeu la RSE. On a parlé aussi des approches ESG pendant la présentation. On peut parler aussi de la gestion de la performance sociale et environnementale. Qu'est-ce qui distingue toutes ces notions? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Et surtout, quelles sont les attentes en termes d'impact social et pourquoi est-ce que c'est important? Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Ravie d'échanger avec vous tous, partenaires de l'Afrique francophone. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup en acronymes, hein. Il y a ESG, RSE, SPM ou GPS pour gestion des performances sociales. Il y a aussi les SDG, Sustainable Development Goals ou ODD si on les fait en francophone. On s'y perd parfois un peu, mais c'est vrai que finalement, si on fait attention, c'est relativement simple. Toutes les approches ESG, donc environnement, social, gouvernance, ou RSE, responsabilité sociale des entreprises, s'attachent à la gestion des risques, d'où nos armes, ne pas faire de mal, ne pas nuire aux clients et à l'environnement. Et ces approches-là sont souvent poussées par la régulation, par les investisseurs, par la réglementation. Les organisations, on leur demande d'être en conformité avec les approches ESG, donc ne pas nuire à l'environnement, ne pas nuire aux clients et aux partenaires et aux salariés. L'approche RSE essaie de s'engager un peu en disant, bah, voilà, je m'engage, je vais mettre une partie de mon budget pour appuyer ces approches de responsabilité sociale. Et ce qu'on met, nous, sous le jargon de gestion des performances sociales et environnementales, c'est comment on va mettre en place une stratégie sociale et environnementale pour faire du bien, pour aller un pas plus loin et mettre en place une stratégie d'impact pour avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, sur les clients, tout en intégrant un petit noyau minimal de protection des clients et de RSE et d'approche ESG. Donc en fait, ESG et la responsabilité sociale, c'est le socle commun de toute organisation pour gérer les risques
Et ensuite, on peut aller plus loin pour essayer de voir comment on participe à un impact positif en ligne, par exemple, avec le cadre des objectifs de développement durable. Donc, d'un côté, on a la gestion de risque, de l'autre, on a la stratégie sociale et environnementale et comment on va la mettre. Et pour ça, on a besoin de mesurer son impact, même si on veut juste ne pas faire de mal. On a besoin de comprendre si les clients sont protégés, s'ils comprennent les termes et conditions, si, ils trouvent que le traitement est équitable et si leurs revenus augmentent. Et donc, dans l'impact aussi, il y a une partie de la mesure d'impact qui va être faite en termes de transparence et de redevabilité pour savoir si on répond aux enjeux de responsabilité sociale. Et puis, il y a aussi une mesure d'impact qui doit servir pour la prise de décision, pour s'assurer qu'on met bien en œuvre sa stratégie sociale et qu'on peut répondre aux enjeux et aux besoins des clients. Et donc, finalement, c'est deux pièces, deux faces d'une même pièce, la stratégie sociale et environnementale, avec le côté RSE, m'assure de ne pas faire de mal, et le côté gestion des performances sociales, je m'assure de faire du bien et je mesure l'impact pour tout ça. Et pourquoi est-ce important? Pour s'assurer que bah, les objectifs qu'on s'est donnés sont effectivement atteints et qu'on peut aussi réajuster si besoin, si on voit des impacts négatifs. Par exemple, si les clients disent qu'ils ont des problèmes à rembourser ou s'il y a un impact négatif sur l'environnement. Donc, pas mal de travail. En effet, pas mal de travail. Et d'ailleurs, Cerise a développé des outils qui doivent permettre aux institutions financières qui doivent leur faciliter ce travail-là d'évaluation de ces risques-là et de leur impact. Comment est-ce que ça se passe avec ces institutions et qu'est-ce que ça leur apporte effectivement, ces outils? En effet, voilà, on est dans le secteur cerise plus SPTF depuis plus de 20 ans maintenant. SPTF, Social Performance Task Force, a développé des normes de gestion de la performance sociale et environnementale. Et Cerise développe les outils pour évaluer l'application de ces normes et aider les organisations à améliorer leurs pratiques. Ces outils, la spécificité, je pense, pour Cerise, c'est de les avoir faits avec les utilisateurs, pour les utilisateurs. Ils ont toujours été un accès libre. Ils sont passés de Excel à outils en ligne, hein. Elisabeth, vous évoquiez SPI Online. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent être appropriés par les utilisateurs. Aujourd'hui, on a 7 outils en fait. Du plus petit qui travaille justement sur la gestion des risques sociaux et environnementaux, qu'on appelle ESG risque, donc pour la responsabilité sociale des entreprises, à la version plus complète, SPI Full, qui là va faire un audit complet. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les organisations à faire l'état de leurs pratiques en termes de stratégie sociale et environnementale sur la protection des clients, sur la gestion des performances sociales et sur l'environnement, identifier les forces et les faiblesses et avoir une feuille de route vraiment. Donc, on va au-delà de la conformité ou du reporting. On peut faire du reporting RSE ou ESG avec nos outils, mais c'est surtout, et on veut vraiment les promouvoir comme des outils de gestion. Et aujourd'hui, on a à peu près 5000 utilisateurs sur la plateforme SPI Online, représentant 2000 organisations, dont à peu près 1000 institutions financières. Et on a 3000 audits sociaux. Donc, on peut faire aussi un peu de benchmark, de comparaison. Et surtout, les organisations peuvent voilà, s'approprier ces outils pour mettre en œuvre leurs pratiques. Et je note aussi que sur tous ces utilisateurs, ces audits, il y en a à peu près un tiers qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, bravo à vous tous, nos partenaires d'Afrique subsaharienne, d'être particulièrement actifs. Voilà, et donc voilà, l'idée, c'est d'apporter des outils pour gérer la RSE comme plus petit dénominateur commun de la gestion des risques jusqu'à l'impact social plus globalement. Merci, Cécile. Alors, nous avons compris pourquoi c'est important de développer des stratégies RSE. Je vais me tourner vers Sybia, qui est directrice générale de Finca RDC, pour qu'elle nous dise quel est le positionnement de Finca par rapport à l'importance de la RDC, de la RSE. Pardon.
qui s'est arrivé. Effectivement, bonjour Elisabeth et merci pour cette invitation à cet échange fructueux. Déjà, ça commence très bien avec Cécile. Donc, pour nous, on a les deux approches qu'on a, RSE et ESG. Et comme le veut la mission de Finca ainsi que la vision, l'humain est vraiment au centre de nos activités. Et c'est pour cela que même vous allez voir, de par le logo de Finca, il y a deux petites branches. Donc, l'une qui représente l'éducation et l'autre qui représente les épargnes, ce qui est quelque chose sans lequel il est un peu difficile de démontrer qu'on a pu quitter la pauvreté. Parce que quand quelqu'un est en mesure d'épargner, cela démontre déjà que la personne est en train de se développer en faisant cette épargne. Donc, chez nous, on a la RSE où on a vraiment, on s'est vraiment consacré sur une partie de nos bénéfices qui sont reversés dans la communauté où nous vivons parce que nous voulons avoir un impact social. Et d'ailleurs, en passant, j'aimerais dire que Finca est une société qui a triple objectif. Donc, nous avons, comme on dit en anglais, on est triple bottom line. Donc, nous avons un volet people où il y a un objectif d'avoir un impact sur les personnes et les communautés dans lesquelles nous œuvrons. Un volet euh, planète où nous nous occupons de la planète parce que nous disons, si nous voulons que l'activité soit pérenne, il faut que l'environnement dans lequel nous évoluons puisse être pérennisé et que de par nos activités, nous ne puissions pas impacter l'environnement. Et après, nous avons aussi un volet profit parce que si nous ne sommes pas une institution pérenne, nous ne serons pas en mesure de servir les clients demain. Donc, nous avons un peu ces deux approches-là, RSE et ESG, où nous donnons une partie de nos revenus, nous le retournons à notre communauté, mais aussi nous essayons de faire nos activités d'une manière responsable tout en respectant les normes environnementales et sociales. D'ailleurs, même, on revient même d'un échange avec certaines DFIs et de plus en plus, les gens sont forcés à avoir une politique ESG ou RSE avant de recevoir quelconque financement. Mais pour Finca, cela a commencé bien avant parce que ça fait même partie de notre ADN avec nos objectifs qui sont triples. Mhm. Merci. OK, je vais rester avec vous aussi bien et vous poser une question hein, qui ne fâche pas. Mais Cécile a parlé des outils de gestion de la responsabilité sociale et environnementale qui ont été développés par Cerise. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion au niveau de Finca RDC de les utiliser? Donc, au niveau de Finca RDC, la partie où nous avons utilisé Cerise SPF, c'est plus pour la protection du client, où nous sommes certifiés argent, parce que des fois, c'est un peu très difficile dans un pays comme la RDC où le coût social est un peu, le coût de vie est un peu élevé par rapport à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Ceux qui sont considérés comme pauvres chez nous ne le sont pas nécessairement dans notre contexte parce que le niveau de vie étant très élevé, quand on fait certaines analyses, c'est un peu difficile. Mais quand même, j'aimerais souligner que c'est depuis 2014 que nos équipes ont été formées à utiliser les outils Cerise, mais on n'utilise que juste une partie en interne pour nos clients, pour nos clients externes. Et on n'a pas encore eu l'opportunité d'utiliser tous les outils, mais quand même, on est déjà certifié cerise en argent. C'est la certification argent que nous avons. D'accord. Félicitations pour ça déjà. Pour continuer notre discussion, je vais me tourner vers Ange. Ange Lifilet et revenir sur un aspect un peu plus général. Tout à fait. En quoi s'engager dans des actions RSE est-il important pour les fintechs? Parce que vous êtes le seul représentant des fintechs sur notre plateau. Tout à fait. Merci beaucoup, Elisabeth. Pour contextualiser de façon générale, il est important que les entreprises en général aient dans leur démarche toute la partie RSE. Pourquoi? Simplement parce que nous servons une population qui plus est une population africaine, ivoirienne, congolaise, camerounaise, qui
plus de la moitié de la population est malheureusement dépourvue de systèmes de base, donc notamment tout ce qui est accès à l'électrification, accès à la connectivité, accès également aux soins. Et à travers les différentes actions, surtout des fintech, il y a une inclusion financière qui permet aux différentes entreprises de pouvoir agir et d'avoir un impact significatif vers les populations qui sont non bancarisées. Parce que les fintech, à travers leurs solutions, arrivent à apporter des solutions aux populations en général, et plus particulièrement aux populations qui ne sont pas bancarisées. Avec des solutions fintech, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a Jamo, on a iPush, on a d'autres startups qui ont développé des solutions qui aujourd'hui participent à l'inclusion financière des populations, mais également aussi des populations démunies, parce qu'à travers justement ces solutions-là, on peut localiser les populations à faible revenu, les accompagner, pouvoir les financer, pouvoir les encadrer, connaître leurs sources de revenus et également aussi leur prêter, parce qu'en ce moment, on saura matcher la solution aux besoins de la population, mais également aussi lié à je dirais, leurs différentes propriétés, leurs plantations et l'ensemble de leurs biens qui pourraient être répertoriés, qui peuvent être des solutions ou des garanties de financement ou d'accompagnement sur des solutions agricoles, sur des solutions éducatives, de la pêche et plein d'autres choses. Donc, il est important véritablement que chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité, surtout les fintech, grâce à ces solutions-là, de pouvoir accompagner la population de façon générale et surtout apporter des solutions qui peuvent permettre à ces populations-là, autrefois déconnectées du système normal, du fait d'être dans des zones rurales où malheureusement on n'a pas accès à l'énergie, on n'a pas accès à la connectivité, on n'a pas accès aux documents administratifs des autorités ou des ministères. Il est important que justement, grâce à l'ensemble de ces solutions-là, on puisse créer le lien entre l'administration, les services publics et également les besoins primaires qui sont l'éducation, l'accès à l'énergie, l'accès à la connectivité, l'accès au savoir en général. Et c'est pour ça que nous, surtout moi, dans mon secteur d'activité, c'est d'apporter au fin fond d'une campagne, là où les populations n'ont pas accès à l'électricité, leur mettre des solutions photovoltaïques qui leur permettront d'avoir le premier service de base qui serait l'électrification. Et justement, avec la connectivité qu'on apporte grâce à nos ampoules et à nos lampadaires Li-Fi, de les connecter au monde et de leur permettre de pouvoir échanger. Et là, il y a un impact social et sociétal qui ne dit pas son nom, qui tout de suite les ramène du XVIIIe siècle au XXe siècle en leur permettant d'avoir accès à tous les services, y compris les services de fintech, qui leur permettent de pouvoir recevoir de l'argent en contrepartie des échanges et des ventes des produits agricoles, également de la pêche et d'autres types de services, notamment l'artisanat, mais également aussi de pouvoir contribuer à l'économie de notre pays, puisqu'ils vont pouvoir vendre, ils vont pouvoir payer les taxes, les frais liés à leurs produits, à leurs solutions. Donc, ce qui va mener un engouement et un développement social et sociétal de l'ensemble des personnes qui bénéficieront des différents services. Donc, pour moi, les fintechs sont à la fois des entreprises qui créent le lien entre les populations et le système de façon générale et l'international qui permettent de recevoir des flux, d'en envoyer et de pouvoir opérer et d'être autonome quelque part en permettant aux populations, mais vraiment bien ciblées, d'être totalement inclus dans le système de façon générale, d'apprendre, d'être éduqué, et c'est ce qui permet à une nation et à un continent de se développer. Et je pense que les fintechs sont un des alliés, justement, pour permettre d'avancer considérablement vers l'éclosion et le développement du continent africain. D'accord. Vous avez beaucoup parlé d'inclusion, hein. Moi, je vois l'inclusion sous différents aspects, l'inclusion financière, mais aussi l'inclusion économique et sociale dans une certaine mesure. Est-ce que ce sont ces valeurs-là qui orientent la stratégie RSE de l'IFILED ou il y a d'autres éléments que vous voudriez évoquer? Et ce sont les piliers qui orientent véritablement les valeurs de l'IFILED, mais il y en a d'autres. La formation des personnes, la transformation de l'économie, le bien-être social, l'éducation et surtout l'environnement. Nous, chez nous, c'est le mot d'ordre, c'est comment on fait pour baisser
les usages, comment on fait pour baisser le nombre de carbone, le nombre de particules fines à travers nos actions au quotidien. Comment on impacte nos clients, nos utilisateurs à pouvoir réduire considérablement tout ce qui est émission de carbone. Parce que l'environnement aujourd'hui, on le voit avec le réchauffement climatique, il y a une dégradation à tous les niveaux, que ce soit les dégradations de sol, que ce soit l'érosion côtière, que ce soit la pluviométrie et les saisons pluvieuses qui sont totalement déréglées aujourd'hui. Comment recontribuer à tout ça pour non seulement faire baisser le taux de carbone, le taux de particules fines, pour pouvoir chercher à réguler aujourd'hui l'action climatique. Elle est réelle. Pour nous encore, on s'en rend compte, on en parle. Mais pour certains, quand je discute avec d'autres personnes, on me dit, oh non, les histoires de réchauffement climatique, c'est encore une affaire de l'Europe, des États-Unis et de la Chine qui sont les plus gros pollueurs de la planète. Pourquoi nous qui n'avons pas des usines, c'est nous qui devons payer pour ceux qui ont fait. Malheureusement, s'il y a une chose qu'on a en commun, c'est la terre. Et cette terre-là, qu'elle soit du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, de l'Asie, du nord, c'est la même mer qu'on partage, c'est la même terre. Donc, s'il pleut en France, forcément l'Afrique va être mouillée. S'il pleut aux États-Unis, il va grêler en Côte d'Ivoire. S'il neige à Paris, il va forcément faire froid en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est ce qu'on a en commun. Et si à un moment donné, on ne prend pas le temps d'avoir de la bienveillance et de la bienséance envers cette nature-là, envers cette dame nature, on va tous être impactés, malheureusement, et à un moment donné, on va payer le prix fort. Aujourd'hui, des inondations, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun, il y en a en RDC, il y en a aussi en Espagne, et il y en a en France, et il y en a aux États-Unis. On a vu quand tout le métro, pendant 2 semaines aux États-Unis, a été inondé au point où personne ne pouvait les utiliser. On a vu dernièrement en Espagne, il n'y a même pas 2 semaines, l'inondation de Séville, une belle ville espagnole qui a totalement été engloutie et ensevelie. Malheureusement, c'est les effets de la nature. Et c'est ce que nous, chez nous, on essaie d'apporter au quotidien aux utilisateurs, aux différents partenaires avec qui on travaille, la prise de conscience climatique, qui est un enjeu crucial aujourd'hui pour le développement des populations, mais également du monde. Donc, voici ce qui nous motive au quotidien aujourd'hui à travailler sur nos solutions, à impacter nos clients et à continuer de réduire à travers des solutions durables, que ce soit dans la mobilité verte, que ce soit également sur la connectivité haut débit, mais utilisant que le spectre lumineux, avec moins d'ondes électromagnétiques pour impacter notre environnement et notre santé. Voilà, c'est l'ensemble des actions que nous faisons, même avec des data centers aujourd'hui, qui sont totalement alimentés en solaire, donc ce qui évite la trop forte consommation de l'énergie liée à l'énergie thermique et charbon et également aussi aux consommations classiques. Donc, il faut qu'on adopte des solutions qui aujourd'hui sont des solutions durables qui existent, mais qui malheureusement ont un coût qui ne peuvent forcément être supportés par les populations directement, mais qui peuvent être des initiatives accompagnées par nos États, nos partenaires, nos bailleurs avec qui on travaille sans cesse pour apporter des solutions durables à l'ensemble des communautés. D'accord. Merci beaucoup, Ange. Je vais revenir à vous, Cécile. Vous avez parlé des outils qui ont été développés. On a eu un petit témoignage de Sybia tout à l'heure parlant de ce que Finca RDC a fait dans ce cadre-là. Est-ce que vous pourriez nous parler d'autres retours d'expérience, par exemple en Côte d'Ivoire, d'institutions qui ont utilisé vos outils et quels étaient les retours sur ces aspects? Qu'est-ce qui a été exigeant et sensible pour eux à mettre en place? Merci. En tout cas, voilà, si on prend les deux exemples de RDC et de Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'audits. Je crois que je faisais un petit point avant le webinaire. Il y a une quarantaine d'audits qui ont été faits en RDC, une trentaine qui ont été faits en Côte d'Ivoire. Il y a eu des formations aussi, par exemple, en lien avec les associations professionnelles ou les investisseurs locaux pour sensibiliser et aider les organisations à utiliser ces approches. Et en général, ce sur quoi les organisations sont intéressées aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui, c'est notamment, et c'est ce qu'évoque Ange, les questions de politique environnementale. Donc, comment définir une stratégie environnementale pour
potentiellement réduire l'impact sur la création de CO2, mais surtout pour la finance inclusive, c'est la question de comment s'assurer qu'on aide les populations vulnérables à se prévenir et à lutter contre le changement, les effets du changement climatique. Donc, oui, on peut réduire les émissions de CO2, mais surtout, l'enjeu, c'est pour l'agriculture de pouvoir aider les petits producteurs à résister aux sécheresses ou aux inondations que Ange évoquait, par exemple. Donc, comment on peut catégoriser les risques, rassurer aussi les investisseurs pour dire qu'on sait travailler sur ces risques et accompagner les populations vulnérables au changement climatique et aux enjeux environnementaux à mieux résister. Donc ça, c'est un aspect très fort de travail en cours avec les organisations, notamment en Côte d'Ivoire et en RDC, sur les politiques environnementales, la prévention des risques et la catégorisation des risques. Sur les questions RSE, ESG, il y a aussi tout le travail autour des salariés, donc les questions de santé, sécurité au travail, par exemple, qui ont parfois été un peu voilà, pas ignoré, mais mis en second plan. Voilà, on est la microfinance, on a une mission sociale, donc nos salariés sont engagés, mais n'empêche qu'ils ont aussi droit à une certaine protection, à des conditions de travail décentes telles que définies par le Bureau international du travail. Donc, il y a du travail sur les questions de santé, sécurité. C'est pas forcément quelque chose de très lourd, mais c'est des choses à prendre en compte. Quels sont les risques, comment on les évalue et comment on les prévient. Sur les clients, c'est tout ce qui tourne notamment autour de la protection du surendettement et toutes les questions de protection des clients. Et voilà, des travaux autour de préparation à la certification. Et bravo à Finca RDC parce qu'on sait que les certifications de protection des clients sont exigeantes et prennent en compte un certain nombre d'éléments. Et ensuite, c'est les questions de gouvernance. Comment la gouvernance des organisations peut prendre à bras le corps les questions de risques sociaux, de risques environnementaux et prendre des décisions avec des éléments identifiés comme risques au niveau des clients ou de l'environnement. Et c'est là que c'est aussi en lien, et je fais référence peut-être à la petite note dans la boîte de discussion d'Hippolyte, c'est aussi prendre en compte les objectifs de développement durable. Ange évoquait l'environnement, donc c'est l'objectif de développement 13, par exemple, autour de la vie sur Terre et le changement climatique, comment on s'assure qu'on protège l'égalité homme-femme avec l'objectif de développement 5, toucher et donner accès aux populations vulnérables, c'est ce que Sybia évoquait, c'est l'ODD 1 sur la lutte contre la pauvreté, mais en particulier la cible 1.4 de ces ODD qui dit les populations vulnérables doivent avoir accès à des institutions financières et à de la microfinance. C'est explicitement écrit dans les objectifs de développement durable. Donc, ces politiques RSE, elles sont destinées aussi à contribuer aux objectifs de développement durable en fixant une stratégie claire et en permettant la mise en œuvre, l'accès, on l'a évoqué avec Sybia et Ange, la protection des populations vulnérables et la contribution voilà, aux politiques environnementales, à la santé, à la sécurité des employés, etc. Donc, c'est des stratégies qui prennent en compte les différents départements des organisations financières. Donc, c'est vrai que c'est assez ambitieux, mais ça donne des feuilles de route, un peu comme les normes ISO 26000 qu'on évoque aussi dans le chat, sur lesquelles on pourra revenir. Mais voilà, c'est des feuilles de route pour pouvoir avancer. Et au Bénin, par exemple, on a des approches récemment où la régulation aussi s'implique. Donc, il y a des parties formation, des parties audit, des parties assistance technique, mais aussi le régulateur, la Banque centrale ou les agences de supervision ou les observatoires sur la qualité des services qui intègrent ces questions-là. Donc, quand la régulation s'y met, bah, c'est aussi quelque chose qui s'imposera aux institutions financières, mais sur lesquelles elles peuvent être motrices aussi, c'est-à-dire dire oui, nous, en tant qu'institution financière, on veut protéger nos clients, on veut protéger nos salariés, on veut protéger l'environnement. Et voilà la feuille de route qu'on a. Et du coup, c'est assez facile de répondre aux exigences de la régulation. Donc, c'est des approches équilibrées qu'il faut trouver pour répondre à ces enjeux.
Hmm. Merci. Je reviens vers vous, Ange. Si on rentrait dans du concret, on a vu avec Cécile qu'il y a différents aspects de stratégie, hein, de performance sociale et environnementale. Est-ce que vous pourriez nous prendre un exemple d'innovation que vous avez mise en place ou développée et les actions concrètes en termes d'impact social que vous menez sur le terrain? On a compris que vous êtes dans le domaine de l'énergie. Mais est-ce que vous pouvez nous faire parcourir cette action, cette initiative-là et nous montrer ce que ça a eu comme impact concret sur le terrain auprès des populations et auprès de votre entreprise aussi, Elifiled? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, effectivement, à titre d'exemple, on en a plein. Et celle qui m'a marqué, qui m'a fait démarrer cette aventure, je pense que celle-là va être la plus belle à raconter et à partager avec le public aujourd'hui. Mes parents ont ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des plantations de cacao, de café, d'EVA, situées pratiquement à Soubré, à 300-400 km d'Abidjan. Et la première fois que je partais visiter cette plantation-là, parce que mon père en avait marre, il disait c'était la plus grande de nos plantations, mais qui me rapporte le moins d'argent parce que il y a trop de problèmes là-bas. On met de l'argent énormément chaque année à faire des récoltes, mais malheureusement, on a des invendus. Écoute, je suis vieux, c'est toi de prendre le relais. Vas-y, voir quel est le problème et trouve-nous une solution. Donc, je pars là-bas, j'en ai pratiquement 4-5 heures de route pour y arriver. Et quand j'arrive, je suis à pratiquement 6 km de la plantation. Mais là, j'ai plus accès avec la voiture. Donc, il fallait descendre à moto pour faire le reste du trajet. Et même à moto, à un moment donné, ça patinait parce que c'était la saison des pluies. Il fallait descendre, prendre des bottes et marcher dans de la boue qui montait jusqu'à pratiquement aux genoux. Et il fallait le faire sur 4 km pour arriver à la plantation. Et quand tu arrives à la plantation, à 17 heures, on était totalement dans le noir. Je pose la question, est-ce qu'on peut allumer la lumière? Est-ce qu'il y a une télé, il y a une radio pour écouter l'actualité, les news? Non, chef, on n'a pas ça ici. Comment ça? Non, on n'a pas d'électricité, on a juste des lampes, on a juste des torches, et c'est avec ça qu'on essaie de faire les choses. Et quand on veut vous appeler, on parcourt les 6 km à pied pour aller en ville, trouver la ville la plus proche pour vous appeler et vous payer pas des consignes. Et comment vous faites pour vendre? Ah, bah, malheureusement, on n'arrive pas à vendre parce que chaque fois qu'on fait des récoltes, malheureusement, on a des pertes post-récolte, simplement parce que quand les acheteurs arrivent, ils n'arrivent pas jusqu'au bout, ils n'arrivent pas jusqu'à chez nous, simplement parce que il y a des invendus. Quand l'acheteur ou le pisteur a fait tout le tour de toutes les villes et il a pratiquement acheté toutes ses prévisions de récolte, et quand il arrive là, il lui reste juste 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes à acheter. Et quand il n'achète que les 1 tiers, les 1 quart ou le 1 cinquième de la production totale, simplement parce qu'il a déjà tout acheté. Et la grosse difficulté, c'est l'accès des routes. Et quand il n'y a pas de route, les camions, les voitures n'arrivent pas. Et pire, comme on n'a pas d'électricité, on ne sait pas prévenir à l'avance avec nos téléphones les différents pisteurs, les différents acheteurs ou les différentes usines pour venir faire les enlèvements. Ça, c'est un. De deux, n'ayant pas le réseau, la connectivité, on ne peut pas échanger avec les autres planteurs, avec les autres coopératives pour pouvoir dès maintenant stocker et prévenir de nos productions, de telle sorte que ce soit pris en compte par la coopération et vendu aux entreprises. Alors là, je me suis dit, ben, véritablement, il y a un problème. Et quelle solution on peut trouver pour vous? Ben, il leur fallait l'électricité, qui était un coût énorme. Il fallait faire appel à la compagnie nationale, qui devait envoyer d'abord la haute tension, la moyenne tension, ensuite la basse tension. Quand on a demandé un devis, c'était carrément l'évaluation sur 10 ans des revenus de la plantation. On a trouvé que c'était exorbitant. Et quand on allait voir l'opérateur pour mettre une antenne dans la zone et couvrir toutes les plantations et les campements dans la zone, c'était encore plus cher. Et là, je me suis dit, eh ben, tiens, tu as désormais une mission. Laisse ce que tu as à faire. Concentre-toi sur ces problématiques-là. Trouve des solutions. Et en ce moment, tu peux t'en sortir. En ce moment, j'étais chez le groupe Ivoiris, qui est devenu Orange aujourd'hui, avec le groupe Orange. Donc, j'ai dû sortir de là et je me suis dit, bah, je me mets à mon propre compte, je cherche des solutions qui vont pouvoir permettre aux populations de pouvoir franchir tous ces caps-là et avoir des solutions qui vont impacter leur quotidien. Pas seulement l'accès à l'énergie, pas seulement l'accès à la connectivité, mais bien plus loin.
ce qui va avoir un impact social, sociétal, économique et également aussi un développement autour des personnes à travers nos solutions qu'on allait mettre en place. Et fort de mon expérience dans les grands groupes et également aussi de mes études, puisque ingénieur, j'ai commencé à travailler sur les solutions d'Unifi. Donc, je suis remonté jusqu'à Alexandre Graham Bell en 1872 où il a démontré qu'il était possible de transmettre par téléphone la voix par la lumière. Et c'est comme ça qu'on a travaillé de fil en aiguille, pratiquement jusqu'en 2017. Donc, ça a été 3 ans de recherche et de développement. Je peux vous assurer que quand on a sorti le premier prototype qui permettait à la lumière d'envoyer de l'information, du texte, des vidéos, ça a été énorme comme impact. Et c'est ce qui nous a valu le prix national d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire, parce qu'en 24 heures, on venait de faire un effet sur la population. Comment on les a impactés? Ça a été de l'émotion à cette époque-là. Je la revis même à travers ce que je relate là en ce moment, mais les populations ont eu des larmes aux yeux parce qu'ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas l'électricité. L'infirmier du village utilisait encore des torches pour faire accoucher des femmes de nuit quand elles, malheureusement, était enceinte et qu'elle devait accoucher. Malheureusement, il n'utilisait encore que des torches. Donc, imaginez quelqu'un qui, la torche, hier, faisait accoucher, faisait des soins et que 24 heures plus tard, peut désormais faire avec de la lumière, des énergies renouvelables, faire une opération, faire une assistance, ça change énormément de choses. Et ça a permis également de créer des solutions avec les médecins pour pouvoir, dans les dispensaires, permettre d'avoir des spécialistes en ligne quand il y a des cas. Et pendant la COVID, ça a énormément servi en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones rurales, de sensibiliser, de mettre en contact les cas qui étaient difficiles, dont les infirmiers ne pouvaient pas prendre cas, jusqu'à ce que les pompiers ou les médecins prennent le relais. Donc, ça a été quelque part une solution durable qui a permis d'impacter des populations. Et aujourd'hui, on en est fiers et on continue d'impacter au quotidien les populations au-delà même de la Côte d'Ivoire sur les différents pays où nous sommes présents, à Dakar, aux Comores, à Madagascar, au Cameroun, au Togo, là où on vient de signer bientôt, où on a démarré nos activités, mais pas que. Pour nous, c'est de nous étendre le plus, d'impacter le plus la communauté, de leur apporter l'éducation, le savoir, de réduire les fractures et les inégalités pour que le continent africain puisse se développer, puisse avoir des enfants éduqués qui vont permettre de découvrir, de s'enrichir, de développer et surtout de créer. Parce que l'Afrique, il y a tellement de problèmes que seule la création, seule l'imagination pourra permettre de développer le continent avec des solutions locales, avec forcément des expertises et de la co-création avec l'Europe, avec la France, avec les États-Unis, avec la Chine. On ne peut plus se dissocier les uns des autres. On est obligé ensemble de travailler ensemble pour construire cette Afrique-là qui a encore beaucoup à donner et surtout, nous qui sommes issus de cette diaspora-là, on a énormément à vendre. Et à vendre, c'est surtout mettre des solutions à la disposition de nos populations et c'est ce qu'à travers l'IFILED, on essaie de faire, d'impacter au quotidien, d'apporter des solutions pour permettre à nos populations d'être totalement libres et d'être autonomes surtout et pouvoir vivre décemment. D'accord. Ah, sans vouloir vous couper, est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire combien de personnes, par exemple, ont pu être bénéficiées de cette technologie-là en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a autour de 90 000 utilisateurs aujourd'hui sur nos plateformes qui sont des utilisateurs réguliers. Et puis, on a des utilisateurs occasionnels qui sont de l'ordre de 160 000 qui viennent, qui repartent en fonction de leurs moyens, quand bien même on est sur un modèle social. Mais il faut dire que la couche sociale est forte. Donc, on essaie plus ou moins avec des bailleurs aujourd'hui d'étendre de plus en plus la solution et d'accompagner avec du financement, avec la mise en place de la solution pour que ce ne soit plus coûteux pour eux, ce soit un service de base. Et là, pour l'instant, on a plus de 200 000 utilisateurs. Si on fait un mix utilisateur continu puis utilisateur occasionnel. OK. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée en implémentant tout cela? C'était l'acceptation déjà des populations. On venait avec une solution qui était nouvelle pour elles et on n'avait pas fait le passage, je dirais, le passage du rite.
Il fallait passer voir les notables, les chefs de village pour leur expliquer, pour que eux puissent expliquer aux populations, parce que leur envoyer Internet par la lumière, pour eux, ça relevait de la magie, c'était pourquoi on va utiliser une technologie alors qu'on ne la connaît pas. C'était nouveau pour eux et il y avait des appréhensions, mais à force de discuter avec la communauté, de parler aux responsables religieux, aux responsables coutumiers, aux chefs du village, finalement, les populations ont commencé à adopter. Donc, c'était plus un challenge pour nous à relever que des difficultés en tant que telles. Après, des difficultés, il y en a eu hein, en tant qu'entrepreneur. Tous les jours, ça ne va pas cesser. Quand on lève des fonds, quand on a des partenaires pour rendre des comptes. Donc, on passe plus de temps à écrire que réellement à être sur le terrain. Mais à un moment donné, on sait faire la part des choses. Donc, il y a des équipes pour la partie administrative, il y a des équipes pour la partie opérationnelle, et ce qui permet, franchement, de fluidifier à un moment donné. Mais au début, j'avoue que on n'avait pas cette expérience-là et c'était des difficultés. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus des défis qu'il fallait relever que des difficultés en réalité. Donc, petit à petit, on continue. Et là, aujourd'hui, on a d'autres problèmes qui ne sont pas les problèmes d'hier. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on grandit et qu'on a une cinquantaine, une quatre-vingtaine de salariés, c'est d'autres problèmes, c'est d'autres challenges qui se relèvent à nous et disséminés sur plusieurs pays et sur plusieurs continents. J'avoue que ça prend énormément de temps, beaucoup de voyages, mais l'amour et la passion se met au-dessus et puis on est content des résultats qu'on a, de la montée en puissance de l'entreprise, des équipes qui suivent et qui ont cette même vision que nous, on avait dès le départ. Ça fait énormément plaisir. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas. C'est le quotidien de tous Super. les entrepreneurs et des entreprises. En effet. Et ça montre bien que l'innovation doit aller main dans la main avec une bonne communication pour une bonne adoption de ce qui a été développé, en effet. Alors, Exactement. les filets, vous avez choisi d'utiliser le produit ou le service que vous apportez aux populations pour que ce soit un produit à impact social majeur. Je me tourne vers vous, Sybia. Quels sont les programmes et les actions que Finca RDC a développés dans le cadre de sa stratégie environnementale et sociale? Donc, pour nous, on a fait un peu un mix des deux. Et quand l'IFILED était en train de présenter ses actions, vous me voyez en train de bouger ma tête parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes auxquelles je m'identifiais aussi. On a eu presque aussi les mêmes challenges. Donc, ce qu'on a fait d'abord, par exemple, au tout début, on avait commencé par l'assistance des Évreux, aux personnes qui ont des faibles revenus, en termes de donner un peu à la communauté, partager les revenus avec ce que nous avons, en soutenant des orphelinats. Et quand nous soutenons les orphelinats, on rentre encore sur euh, le corps même de Finca et la question existentielle de Finca. Donc, comment sortir quelqu'un de la pauvreté, éducation, épargne. On rentre encore on est centré encore sur le logo. Et là, c'était plus de l'assistance en termes d'éducation des enfants. Donc, aujourd'hui, on a plus de 115 orphelins qu'on prend en charge en termes d'éducation. Et on a le plus grand qui va bientôt finir son stage professionnel, donc on est un peu trop fiers de ce côté-là. Bravo. Mais aussi, nous avons aussi le côté éducation financière d'abord, Mhm. où nous avons fait des séries d'éducation financière pour les communautés et surtout en milieu rural. Et quand vous en invitez 500, vous vous retrouvez avec 1000. Donc, on est toujours heureusement surpris. À chaque fois, on essaie d'augmenter le bandwidth, comme on aurait pu le dire en anglais, et on est chaque fois agréablement surpris par le nombre de gens qui ont cette soif-là d'apprendre. Pour certains, c'est leur première fois peut-être d'avoir un petit brevet, donc ça les rend assez fiers. Nous faisons aussi de l'éducation digitale. Parce que pour nous, nous pensons que le digital, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi à protéger l'environnement. Parce que si nous avons la plupart des choses qui sont faites de manière digitale, comme par exemple les transactions, où les gens n'ont pas à aller vers une agence en brick and mortar, ça permet aussi d'économiser sur le carburant qui aurait pu aider au déplacement et ainsi réduire l'empreinte carbone des uns et des autres. Donc, il y a ce combat-là de la digitalisation que nous avons commencé depuis 2011, où nous avons déployé un réseau d'agents bancaires. Aujourd'hui, nous en comptons à peu près 1700. Et c'est derrière ce réseau-là que nous nous appuyons pour faire différentes activités. Donc, quand même on va faire les formations en éducation financière ou digitale, on s'appuie d'abord sur ce réseau d'agents
pour pouvoir contacter les communautés qui sont aux alentours et par après faire les formations avec les bénéficiaires. Après un certain moment, nous avons noté que on ne faisait pas trop en termes d'environnement. Donc, on a commencé d'abord par prêcher par l'exemple. Et vous allez vous demander qu'est-ce qu'une banque a à faire avec la plantation des arbres. Mais nous nous sommes dit, nous vivons dans des communautés où des fois, quand tu vis en RDC dans un pays qui a des grandes forêts, on se dirait que peut-être ça ne serait pas la meilleure chose à faire, mais il y a beaucoup de parties des forêts de la RDC qui sont déforestées. Il y a cette diminution d'arbres à gauche et à droite, parce qu'après un certain temps, ils sont utilisés soit pour la cuisson, il y a d'autres même qui sont abattus parce qu'on est en train de chercher une espèce de chenille qui est consommée en RDC. Et quand ils reviennent l'année suivante, il n'y a rien pour couper parce qu'ils ont déjà décimé les ressources et ainsi ils sont replongés vers la pauvreté. Donc, nous nous sommes dit, prêchons par l'exemple. Commençons par planter les arbres et nous les avons fait avec des associations, des écoles pour que les enfants puissent comprendre aussi l'importance de la protection de l'environnement. Après, après avoir prêché par cet exemple, ce que nous avons fait, c'est maintenant d'apprendre aux communautés comment elles peuvent protéger les forêts qui sont tout autour d'elles en reboisant les forêts qui ont été détruites ou bien celles qui ont été brûlées pour faire de l'agriculture, mais tout en leur donnant d'autres moyens pour produire ce qu'ils cherchaient en forêt. Par exemple, je vais aller plus sur le cas de la chenille où nous avons fini récemment une formation sur comment on peut cultiver ces chenilles-là hors de la forêt sans pour autant agresser la forêt. Donc, avec ces formations-là, nous avons vu encore un grand engouement et là, nous avons même programmé certains pour la deuxième cohorte. Ce que nous faisons aussi, c'est d'essayer aussi de pousser les communautés à avoir une alimentation saine. Pourquoi pas? Parce que si on veut bien protéger l'environnement, on doit aussi aider les communautés à avoir une alimentation équilibrée, ne pas surtout se focaliser sur un seul type. Parce que nous avons constaté aussi que certains étaient plus pour certaines essences qui étaient dans la forêt, mais il y a d'autres moyens de s'alimenter au lieu que de se focaliser sur un seul type. Donc, on a aussi fait ces formations-là. Mais aujourd'hui, le plus grand impact qu'on a vraiment en termes d'impact social, c'est le problème d'accès. Quand vous allez dans les milieux ruraux, les challenges sont les mêmes. Il y a ce problème d'accès des routes, accès des infrastructures. Et quand vous n'avez pas de solution digitale, ça devient encore plus compliqué pour vous. Vous vous imaginez la taille du pays dans lequel nous œuvrons, plus de 2,4 millions de kilomètres carrés. C'est assez difficile d'atteindre tout le monde et de pouvoir donner cet accès-là. Donc, si nous n'avions pas développé il y a plus de 13 ans ces solutions digitales, il serait très difficile de donner cet accès-là. Pour la plupart, ils sont dans leur soixantaine, qui sont en train de découvrir pour la première fois un compte bancaire qui n'était réservé qu'à une certaine tranche de la population. Parce que dans certaines places où nous allons, il n'y a pas même d'opérateurs mobiles. Donc, vous êtes le seul rayon de lumière qu'ils ont en termes d'inclusion financière. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 350 000 clients que nous servons et la plupart d'entre eux, nous sommes maintenant en train de nous focaliser dans les milieux ruraux en nous déployant avec notre réseau d'agents bancaires. Et avec tous ces programmes, toutes ces activités, quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée ou le plus gros défi selon vous pour pouvoir implémenter? Les défis sont les mêmes. Il y a les défis d'infrastructures qui sont précaires dans la plupart des milieux où les gens sont vraiment dans le besoin. Dans les milieux urbains et périurbains, c'est assez facile de se déployer. Malgré les embouteillages, je sais que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même assez possible, mais quand on va dans les milieux ruraux, même la connectivité est très compliquée à avoir pour même des technologies qui fonctionnent sur la 2G. Donc,
là encore, je lève mon verre vraiment à l'IFID qui a pensé à cette technologie révolutionnaire. Mais c'est vraiment un grand défi, les infrastructures en Afrique. Le deuxième défi, c'est aussi euh, l'acceptation par les populations que nous rencontrons. C'est un peu difficile pour elles, des fois, d'accepter les solutions que vous êtes en train de venir avec. Je me rappelle, une fois, on a lancé un agent bancaire et cet agent bancaire, malheureusement pour nous, était censé nous aider à déployer les solutions un peu, mais il y avait une rumeur selon laquelle il était féticheur. Et c'est devenu assez compliqué pour nous déployer dans cette zone-là. Donc, des fois, il y a des chocs de culture. Et en plus que pour nous, nous le faisons avec empreinte digitale. Donc, c'est devenu un choc de culture. Pourquoi ils sont en train de vouloir prendre mon empreinte digitale pour pouvoir m'identifier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire? Donc, il y a des fois ces chocs de culture-là qui arrivent. Mais heureusement pour nous, nous avons vite compris que si nous voulons nous déployer, on devrait prêcher par l'exemple, le faire d'abord nous-mêmes, mais aussi prendre un leader dans la communauté. Et vous travaillez avec ce leader-là. C'est avec lui d'ailleurs qui va maintenant vous aider à vous introduire auprès de sa communauté. Sinon, ça devient un peu compliqué par après quand on est en train d'essayer de s'expliquer. Mhm. Et une dernière question, je reste avec vous, Sybia. Ce que vous avez partagé était très intéressant, mais j'ai une question. Avec toutes ces activités que vous mettez et tous ces programmes que vous développez, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de rentabilité? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir les deux, cet équilibre-là, rentabilité et impact social? Donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est sûr que on, on a un objectif de profit et un objectif social qui, des fois, un peu serait un tout petit peu contradictoire. Mais vu qu'on a une gamme diversifiée de produits, donc on a certains produits qui sont là pour subventionner, d'autres pour qu'on puisse donner l'accès à tout le monde. Et ainsi, on est en mesure quand même de maintenir un niveau décent de rentabilité pour pouvoir servir aussi ceux qui n'ont pas accès aux finances. Hmm. Merci pour cela. Alors, je reviens vers vous, Cécile. Avec toute l'expérience que vous avez, des remontées d'informations des institutions qui ont appliqué vos outils, est-ce qu'il y a des obstacles majeurs à ce niveau un peu plus global que vous avez observé pour l'adoption des bonnes pratiques RSE par ces institutions-là? Et comment est-ce qu'elles pourraient arriver à les surmonter, d'après vous? En fait, je pense qu'on les a évoqués un peu avec l'exemple de Sybia notamment. Il y a la question de l'engagement de l'organisation. Donc, Sybia a dit prêcher par l'exemple. Donc, montrer que l'organisation est impliquée, convaincue pour pouvoir convaincre ensuite les partenaires et les clients. Euh, donc, la question de la gouvernance et de la compréhension de l'enjeu autour de ces questions aussi, que ce soit pas juste une question de conformité ou de reporting. On voit des investisseurs qui demandent du reporting ESG. On voit aussi que Ange ou Sybia, ils voient l'intérêt d'apporter ces questions, faciliter l'accès aux populations, apporter une politique RSE qui va voilà, permettre à un orphelinat de fonctionner, à des gens d'avoir accès à de l'éducation financière. Donc, si déjà la gouvernance est convaincue que la RSE peut apporter quelque chose aux populations locales, que la gestion des risques sociaux et environnementaux et de gouvernance, donc l'approche ESG, peut permettre de gérer des risques, de prévenir des risques, dans notamment un contexte où l'environnement devient complexe et qu'il y a des enjeux climatiques qui font porter des risques pour la durabilité même des organisations. Si on arrive voilà, à convaincre que ESG ou RSE, c'est pas juste du reporting, c'est aussi de la gestion des risques et on en a besoin pour protéger nos clients face aux enjeux climatiques, face aux enjeux de protection des clients et pour la durabilité de l'organisation. C'est un premier élément.
Cet élément, il est aussi important avec la finance digitale. Sybia et Ange ont montré comment voilà, les gens ont accès à des outils digitaux. On voit aussi qu'il y a des risques majeurs de fraude, de détournement, de manque de compréhension, de manque d'accès. Sybia et Ange ont soulevé ça, hein. Si on est dans les zones rurales reculées, on n'a pas forcément accès. Donc la finance digitale, elle vient aussi avec tout un lot d'enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est pour ça que Cerise SPTF, par exemple, ont travaillé sur des normes de la finance digitale que je vous invite à regarder. C'est pareil, hein, c'est une feuille de route pour les organisations pour pouvoir prendre ces points en compte. Donc, avoir des outils un peu pratiques, pragmatiques, voir l'intérêt en termes de gestion des risques. Et puis avoir des moyens d'accompagner les organisations. Donc, nous, c'est vrai qu'on travaille sur des formations. Sur les sites de SPI Online, il y a du e-learning gratuit pour les gens pour se sensibiliser à ces questions. Il y a des formations spécifiques, ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, par exemple, en janvier dernier. Il y a de l'assistance technique pour accompagner. Il y a aussi un réseau des experts. Donc, nous, on les appelle les pros de la GPSE, de la gestion des performances sociales et environnementales. Et il y en a certains dans l'assistance avec nous aujourd'hui, par exemple. C'est des gens qui sont formés aux outils et aux approches et qui peuvent accompagner localement. On sait qu'il y a des enjeux aussi localement. Les organisations pour mettre en œuvre des stratégies environnementales, des stratégies de protection des clients, avant de se confronter à des certifications, par exemple, qui sont exigeantes. Donc voilà, c'est un chemin de longue haleine, mais on voit les organisations progresser, pouvoir être accompagnées, prendre aussi en interne, hein, Sybia disait ça, sur la protection des clients. Finca RDC a travaillé en interne et fait aussi du travail en interne pour améliorer les pratiques, potentiellement guidées par les ressources qui sont proposées par le secteur sur ces questions de risques sociaux et environnementaux à gérer voilà, face à des vrais enjeux de la finance digitale, du changement climatique et de la protection des clients sur la finance inclusive qui sont vraiment importants. Mhm. Et je finis avec vous une dernière question, Cécile. Quelles sont les innovations ou les tendances innovantes que vous voyez émerger, qui pourront émerger dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale des institutions sur les prochaines années? Je pense pour moi, il y a deux aspects nouveaux. Il y a un que la régulation prend les choses en main. Donc, à l'échelle Mhm. européenne, par exemple, tous les investisseurs sont soumis à la... Si les investisseurs se revendiquent investisseurs à impact, ils sont soumis à des régulations, alors SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, mais ils sont soumis à des enjeux de reporting ESG. Et on voit aussi dans les pays, on travaillait récemment au Kenya, par exemple, il y a des enjeux, ou au Bénin, la régulation demande du reporting ESG. Et du coup, ça, c'est nouveau, ça va pousser le travail, mais c'est là qu'il faut que l'innovation vienne aussi des organisations elles-mêmes et qu'elles voient la valeur ajoutée de cela pour leur Mhm. propre gestion des risques. Et là, pour le coup, voilà, les organisations innovent aussi voilà, en facilitant l'accès, en développant de la finance digitale, en travaillant sur l'environnement, en identifiant les risques environnementaux et comment les prévenir. Et les deux exemples de Finca RDC ou partagés par Ange montrent ces innovations qui permettront de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux et du coup de répondre à la régulation. Mais finalement, la régulation, ça devrait arriver en point final pour montrer qu'on est en conformité, mais que ce soit intégré par les organisations. Mhm. Merci pour ça, Cécile. Je passe sur Ange. Ange, Cécile et Sybia, d'ailleurs, ont beaucoup parlé de la technologie pour pouvoir développer ou mettre en place des actions de responsabilité sociale, on va dire environnementale. Vous aussi, vous en avez évoqué avec euh, des services que vous avez développés en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez réellement que la technologie est indispensable pour une bonne stratégie RSE, si on reste dans le cas des fintech?
Pas forcément, Isabelle. Pour moi, la technologie doit être au service des populations. Une technologie développée qui n'a aucun impact, qui n'accompagne pas et qui n'est pas au service de la population n'a pas son sens. Donc, pour Hmm. moi, il faut allier technologie et besoin. Il faut que ce soit aligné par rapport aux besoins des populations. Que ce soit de la couche sociale ou de la population en général, oui, et ça pourrait participer, mais il faut que ce soit aligné avec les besoins. On identifie un problème, on trouve des solutions et on accompagne. Mais faire je dis aujourd'hui, l'IA aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est une nécessité. Mais est-ce qu'elle a un impact aujourd'hui direct sur les populations en zone rurale sur leur agriculture? Oui. Mais est-ce que des solutions sont disponibles pour ces populations aujourd'hui sur le terrain? Non. Donc, il y a du travail à faire. Et à partir du moment où le produit, la solution est alignée avec le besoin de la population, oui, ça fait sens justement d'accompagner et de résoudre les problématiques sur le terrain. Mais technologie pour technologie, juste développer une technologie, ça n'a pas de sens et ça n'a pas forcément d'impact. Ça va être des milliards d'investis ou de gaspillés, alors que la population elle-même attend ne serait-ce que les services de base pour se développer. Donc, il faut que les deux soient alignés à un moment donné. Donc, regarder en face les besoins, les problématiques et apporter des solutions qui pourraient être vraiment adaptées aux solutions et aux problématiques locales. Donc, quels sont les axes urgents sur les deux, trois prochaines années, d'après vous? Pour nous, les problèmes aujourd'hui sont connus en Afrique. Hein. C'est quels sont les effets de levier qui permettront de bouger les lignes. Parce que dans les forums, on organise des séminaires à coups de millions, à coups de milliards pour parler des mêmes problèmes qu'on sait, mais sans chercher à emporter avec nous ceux qui sont des porteurs de solutions qui peuvent résoudre cette problématique-là qui est bien existante. Comment on fait pour identifier des entrepreneurs, des porteurs de projets, le secteur privé, le secteur public, les différentes associations, les différentes organisations que vous êtes, à vous impliquer au quotidien dans la réalité de ces populations-là, à pouvoir véritablement résoudre la problématique. Il faut prendre le problème de façon holistique et se dire, on est là, qu'est-ce qu'on fait pour tout ce qui est en dessous? C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a cette volonté de pouvoir apporter un changement, oui, c'est possible. Après, on voit tous les jours, hein, on fait des délégations pour aller à Paris, pour aller aux États-Unis, pour aller en Chine, pour aller à Dubaï. Et quand on regarde le coût de tout ça, c'est quelque chose qui peut permettre à nos différentes organisations de faire bouger les lignes et pas que. Et là, on va sentir des changements. Pour moi, le passage à l'acte est important pour les 2, 3 prochaines années. Arrêtons de parler et agissons. Et c'est un message qui est envoyé directement à nos autorités, à nos partenaires, à nos bailleurs. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Allons plus loin. Passons à l'action. Et c'est cet appel à l'action qui permettra de véritablement, dans les 2, 3 prochaines années, faire bouger les choses. On est le continent qui ne cesse de croissance chaque année au niveau de la population. En 2030, en 2050, on va se retrouver avec la deuxième population la plus élevée du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place des outils et des solutions pour endiguer déjà la problématique existante, à plus forte raison, celle qu'on va créer avec l'augmentation de la population d'ici 2050. Si on n'y pense pas aujourd'hui, les 2, 3 prochaines années, n'en parlons même pas parce que ça va être le chaos sur le continent. Donc, il est mieux d'anticiper ces choses-là en passant à l'action. Donc, c'est vraiment l'appel à l'action pour nous, pour vous, pour toute la population de réfléchir au fameux passage à l'action. Et c'est le passage de l'action qui permettra énormément de pouvoir rattraper ce retard-là et corriger un certain nombre de choses pour être aligné et avoir de l'impact sur le terrain, mais également aussi le développement de nos communautés et des populations enclavées. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on ne passe à la phase questions-réponses. Donc, je vous invite, j'invite l'audience à continuer à mettre des questions dans le chat. Dans quelques minutes, nous pourrons commencer à y répondre. Ma dernière question pour Sybia, est-ce que vous auriez des recommandations pour les autres institutions de microfinance qui voudraient développer des stratégies environnementales et sociales performantes comme la vôtre? Euh, Moi, le seul conseil peut-être que j'aurais, c'est que le moment de commencer, c'est maintenant. Et il y a deux choses qu'on entend toujours de nos clients. C'est qu'ils veulent que leurs enfants soient éduqués et qu'ils puissent aspirer à
un meilleur avenir que le leur. Deux, les clients veulent avoir une capacité d'être résilients et de pouvoir faire face à n'importe quel risque qui pourrait euh, venir dans leur vie. Donc, il serait important qu'on puisse avoir des solutions qui puissent donner à nos clients de la résilience. Et pour le faire, la gouvernance des institutions est très importante. Déjà, quand soi-même, on a une très bonne gouvernance avec des très bonnes politiques internes, ça permet au fait de donner les services appropriés aux clients et de se pérenniser sur le marché. Donc, s'il y a à investir dans quelque chose, c'est vraiment dans l'éducation de nos populations, même en termes d'éducation financière, c'est très important parce que le plus on va en parler, le plus les gens vont comprendre et comment euh, euh, développer les connaissances en termes d'éducation financière ou même environnementale. Il est toujours bien d'informer et de sensibiliser les populations parce que c'est vraiment un besoin. Quand il s'agit de connaissances, on a toujours des gens qui répondent euh, au rendez-vous et des fois même, on ne sait pas contenir la demande. La demande est vraiment plus grande que l'offre. Donc, mais tout cela n'est possible que quand une institution, par elle-même d'abord, elle a une bonne gouvernance et tout le monde est aligné sur les objectifs que la société voudrait atteindre. OK. Merci beaucoup. Je ne vais pas conclure maintenant parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On reviendra sur la conclusion dans un instant. Mais je voudrais ouvrir la phase questions-réponses pour commencer à poser des réponses pour notre audience. Avec la première question, avec votre permission, bien sûr, de Ibrahima Sarr qui dit: Merci pour ce webinaire. Existe-t-il une norme ISO pour la RSE? Si oui, laquelle? Sinon, existe-t-il une autre norme pour la RSE? Donc ça, je crois, la question est posée à Cécile. Oui, donc effectivement, il y a un cadre international sur les normes ISO, c'est la norme ISO 26000. Je crois que Hippolyte aussi l'a évoqué dans la boîte de discussion. Donc ça permet de donner des grandes orientations en termes de principes, de valeurs, de transparence, d'engagement vers les communautés. Et nous, l'idée dans les travaux et les normes cerises SPTF sur la finance inclusive, qu'on applique aussi à l'agriculture maintenant, et les travaux sur comment mettre en place une politique RSE ou ESG au niveau d'une organisation, on s'est inspiré de ces normes internationales pour dire, avec les partenaires avec lesquels on a travaillé depuis 20 ans, c'est quoi la gestion des risques sociaux avec les clients? C'est quoi la gestion des risques sociaux avec les salariés? C'est quoi la gestion des risques environnementaux? Et comment, à partir de ces grands principes, les normes ISO 26000, le GRI, les normes du Bureau international du travail sur le travail décent, toutes ces normes internationales, les standards de performance de IFC, la Société financière internationale, comment on peut se les approprier en tant qu'acteur en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour pouvoir les utiliser comme feuille de route. Parce qu'il y a des grands principes, des grandes normes, mais comment on les met en place? Et donc, voilà, oui, il y a les normes ISO 26000 et d'autres qui inspirent les outils et ressources qui sont mises en ligne pour la finance inclusive en particulier, mais aussi pour l'agriculture. C'était le webinaire qu'on faisait ce matin aussi avec Cerise SPTF, pour pouvoir offrir une feuille de route pour dire, voilà, je veux mettre en place une politique RSE, qu'est-ce que je peux faire pour l'environnement, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients, qu'est-ce que je peux faire pour mes salariés, est-ce que j'investis dans la communauté, est-ce que je partage, comme Sybia l'a expliqué, pour un orphelinat, pour l'éducation financière, quelle est ma stratégie et comment je la mets en œuvre. Et si je veux une feuille de route, ben, je regarde les outils et ressources disponibles. Donc, OK. voilà, c'est des sources d'inspiration internationales, ces normes-là. D'accord. Je reste avec vous, Cécile, pour cette nouvelle question. Est-ce que pouvez-vous nous dire la nuance entre RSE, responsabilité sociale des entreprises, et ESG, environnement, société et gouvernance? Je vais rajouter celle-là aussi. Existe-t-il des certifications ESG et où peut-on les trouver? C'est à vous, Cécile. Merci. Pour moi, c'est un petit peu pareil. ESG et RSE, c'est la question de comment on va prendre en compte les risques sociaux
Et donc, quand on dit risques sociaux, c'est les risques pour les clients et les risques pour les salariés, les risques environnementaux, les risques de mauvaise gouvernance et comment on va les gérer. Donc, ESG, voilà, pour moi, c'est de la gestion des risques sociaux et environnementaux. La politique RSE, elle va souvent un pas plus loin parce que en plus de gérer les risques sociaux, environnementaux et être transparent, on va essayer d'appuyer la communauté dans laquelle on s'insère et les différentes parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc, ça peut aller un peu au-delà de juste les clients les salariés, mais aussi la communauté. Et donc, bah, c'est l'exemple que Sybia partageait. On investit dans un orphelinat. C'est pas spécialement nos clients, c'est pas spécialement nos salariés, mais dans notre politique RSE, on veut aussi s'impliquer dans la communauté ou planter des arbres pour travailler sur la déforestation. Donc, la politique RSE, elle dépasse un petit peu le cadre strict de l'organisation, mais c'est aussi de la gestion des risques. Et c'est pour moi, les fondations, c'est le plus petit dénominateur commun pour de la performance sociale et environnementale ou du travail sur l'impact. Au minimum, je gère mes risques et ensuite, je peux aussi travailler sur apporter un impact positif à mes clients. Et c'est ce que Ange décrit avec l'accès à l'énergie. Et c'est en lien avec l'ODD 7 d'accès à l'énergie, les objectifs de développement durable. Donc, je contribue positivement à ma communauté et à mes clients. Donc, c'est, voilà, suivant si on le travaille du côté de la régulation ou du côté de la mise en œuvre ou du côté interne, on peut utiliser des cycles qui sont légèrement différents. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie de gestion des risques sociaux et environnementaux, ne pas nuire, et travailler à la contribution aux objectifs de développement durable et à l'impact positif. Et là, c'est la performance sociale ou la gestion d'impact. Mais c'est deux, deux faces d'une même pièce de la stratégie sociale et environnementale. D'accord. Et est-ce qu'il existe des certifications ESG? Où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, oui, je pense. Je ne sais pas si elles sont très, très développées encore, en tout cas en Afrique. Par contre, nous, ce qu'on propose en général, c'est ben, vous pouvez utiliser l'outil ESG Risk, qui est le plus petit des outils de la suite des outils SPI Online. Comme ça, les gens peuvent voir déjà où ils se situent par rapport aux pratiques minimales en termes ESG. Et ensuite, il y a des agences de notation type MFR ou MCRIL ou Microrate qui peuvent aussi donner des petits certificats, enfin des certificats ESG. Le certificat le plus connu dans la finance inclusive sur les pratiques ESG, c'est le certificat de protection des clients, qui est un des aspects des pratiques responsables et de la gestion des risques vis-à-vis des clients. Ensuite, peut-être on peut demander aux participants aussi de noter s'ils ont des exemples à partager. Je sais qu'en France, par exemple, il y a Vigéo, où il y a des cabinets qui font de l'audit ESG. Il y a les auditeurs aussi, Ernst Young et autres qui font de la certification ESG. Après, ça dépend un peu quels sont les besoins des organisations. Est-ce que c'est pour montrer, prouver, dans ce cas-là, il faut un certificat. Est-ce que c'est pour gérer un interne et rassurer des investisseurs? Dans ce cas-là, à ce stade, il n'y a pas forcément besoin de certification. Et après, il y a les régulateurs aussi qui vont peut-être venir faire de la supervision et qui font. Il y a certains pays où le régulateur contrôle les pratiques ESG. D'accord, merci Cécile. Nous continuons avec la série de questions. Celle-ci est de Hippolyte Jean-Eudes Alagbé. Il dit bonsoir à tous. Quelles sont les actions que mènent les entreprises du secteur financier pour innover et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable par les politiques RSE? Je vais poser la question à Sybia d'abord et ensuite Ange pourra dire un mot. Je crois que déjà Cécile avait abordé une partie de la question tout au début. Déjà en donnant l'accès aux finances, déjà ça c'est déjà un grand pas dans l'atteinte des objectifs. Mais aussi dans toutes nos activités en termes de portée ou bien ce qu'on appelle en anglais outreach, on mesure toujours combien de femmes sont
ont pu avoir accès aux services financiers parce que quand une femme a accès aux services financiers, c'est toute la famille qui en bénéficie et on voit déjà qu'il y aura un changement en termes de la qualité de vie, même l'éducation de ses enfants sera mieux assurée. En termes de santé, vous allez voir aussi qu'il y aura un progrès derrière. Mais derrière tout cela aussi, il y a aussi un mouvement de sensibilisation pour s'assurer maintenant qu'on aille encore au-delà de juste les activités que nous sommes en train de faire. Et je crois que même il y a des normes qui sont en train de se développer pour s'assurer que nous ayons aussi des indicateurs euh, qui puissent démontrer effectivement l'atteinte de ces objectifs-là. Récemment, je crois qu'il y avait il y avait un séminaire en Côte d'Ivoire où la BAD était en train d'essayer d'avoir tous ces indicateurs-là pour que on puisse commencer quand même à faire le disclosure. Et comme ça, on sait prouver, parce que des fois, c'est très difficile de prouver cet impact-là de manière très concrète. Mais je crois qu'avec ces indicateurs-là qui sont en train d'être développés, on pourra avoir des évidences assez concrètes. Merci, Sylvia. Ange, un mot? Oui, Elisabeth, merci. Donc effectivement, et ça, je pense que l'essence même de la création des fintech aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, c'est d'apporter des solutions face à des problématiques existantes. Donc en créant, en pensant solution, la fintech pense l'approche. Et ce qui permet de mettre dans sa chaîne globale de distribution forcément des points liés aux ODD, soit réduction de la pauvreté, accès à l'éducation, accès à la formation, accès à la sensibilisation et d'autres ODD qui sont alignés avec les besoins actuels de la population. Mais je pense et surtout au besoin de pouvoir donner l'accès aux finances. Rien que ça, en pensant fintech, on pense tout de suite ODD. Et c'est l'essence de la création de la plupart des startups de fintech en Afrique en général. Hein. Ils viennent de répondre à des problématiques, sinon à une problématique spécifique liée justement aux transactions ou à l'accès aux services ou à des besoins primaires. Et ça, rien que sur cette partie-là, il y a des choses qui sont totalement alignées avec les ODD, mais il faut aller plus loin dans l'approche, il faut aller plus loin dans la pratique. Parce qu'on sait que tout ce qui est fintech fait appel à des serveurs, fait appel à des data centers. Il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur soit à un moment donné durable. Mais pour que ce soit durable, il faut un accompagnement aussi à tous les niveaux. Il faut une sensibilisation des entrepreneurs, des entreprises, les différentes compétences pour pouvoir s'aligner sur les équipements qui pourront permettre à la solution finalement d'être durable. Parce que un mal pour un bien, on crée un service qui accompagne les populations, mais derrière, on génère autant de CO2 dans l'environnement, de particules fines, parce que on va faire appel à un data center qui va tourner sur des serveurs, des baies qui vont engendrer également plus d'émissions qu'il ne faut finalement dans l'environnement. Donc, ça va venir mettre à contrario la solution proposée qui fait un bien, mais de l'autre côté, on a du mal. Donc, ce serait bien, justement, dans cette approche-là, de pouvoir toujours sensibiliser pour que nos solutions soient en adéquation avec les infrastructures durables que nous pourrons utiliser. Mais déjà, l'essence de l'existence des fintech, c'est l'accompagnement, c'est l'inclusion financière, c'est le développement des cultures et des communautés. Mais encore, il y a des efforts à faire. Et ça, on sait clair et on est conscient, mais on va y arriver parce que la volonté y est au niveau des entrepreneurs et justement de nos autorités qui de plus en plus commencent à comprendre la nécessité d'aller vers des solutions durables. Et voilà, on pourrait être aligné dans les 2, 3 années sur toute la partie infrastructure pour offrir des services de qualité, mais également des infrastructures de qualité et durables surtout. Ok. Merci. Une autre question. Je pense que ce sera peut-être la dernière avant qu'on ne clôture. Quelles peuvent être des approches efficaces permettant aux incubateurs et aux accompagnateurs de start-up d'inculquer des pratiques RSE aux entreprises naissantes? Cette question, je vais la poser à tous nos panélistes. Je vais commencer par Cécile. Moi, je pense que ce qu'on a entendu sur le panel là, passe
voilà, Ange disait, il faut passer à l'acte, prêchons par l'exemple, Sybia. Le moment de commencer, c'est maintenant, disait aussi Sybia. Je pense que pour aider les organisations, c'est de se lancer. Nous, au côté Cerise SPTF, sur le site, l'idée, c'est de partager toutes les ressources possibles, avoir des ressources humaines, des ressources techniques. Il y a un centre de ressources, il y a des outils, il y a des exemples de pratiques. Et c'est un cheminement. On n'arrivera pas forcément à résoudre tous les problèmes en un jour. Mais petit à petit, les startups, elles peuvent voilà, identifier quels sont les enjeux, quels sont les points clés environnementaux, sociaux à traiter et à pas oublier, notamment dans la finance digitale. On sait qu'il y a des risques énormes et donc être sensibilisé, savoir ces risques-là et petit à petit arriver à les gérer, accompagné par les incubateurs ou que, en tout cas, les incubateurs soient au courant de ces risques et de la manière de les gérer. C'est le pas à venir, je pense. Donc voilà, passons à l'acte, comme le dit Ange, et accompagnons avec toutes les ressources qui ont été construites au fil du temps par les utilisateurs et pour les utilisateurs pour répondre de manière assez pragmatique aux enjeux. Merci Cécile, Sylvia. Euh, je crois que aussi, pour juste ajouter peut-être deux mots à ce que Cécile a dit, il est toujours important d'avoir l'humain au centre. Quand on est en train de faire quelque chose, c'est pour les êtres humains et s'assurer qu'on est en train de répondre à un besoin, comme l'avait bien dit Ange. Mais je crois qu'ils ont aussi l'opportunité de le faire mieux parce que la plupart de ces incubateurs ou bien des fintechs sont dirigés par des jeunes, donc, ils ont une autre vue de ce qu'il y a, mais surtout ne pas oublier que tout ce que l'on fait aujourd'hui, on doit voir quel est l'impact que ça a sur l'environnement pour s'assurer qu'on est toujours en mesure de pérenniser l'activité qu'on fait aujourd'hui et que les générations futures aussi auront des ressources qu'elles pourront utiliser quand elles en auront besoin. D'accord, merci. Ange, en deux mots, des recommandations pour les incubateurs. Nous l'avons perdu, Ange. Bon, je suis là. En termes de recommandations aujourd'hui, je pense que on est en train de faire notre chemin et on n'est pas encore au bout du tunnel. Donc, dans nos habitudes, dans nos pratiques, on doit pouvoir insérer vraiment tout l'accompagnement nécessaire pour des solutions et des actions durables. Et ça, je le répète sans cesse, parce que pour moi, si la mentalité dès le départ n'est pas totalement dans une vision de durabilité, on va se retrouver en train de faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Donc, il est important dans cette approche-là, dans la formation des incubateurs ou des agréments d'incubateurs, inclure des lignes dedans qui leur permettront d'accompagner des startups avec des solutions durables. Quelle que soit la solution, il y a toujours un effet de levier qui pourrait permettre à la startup d'avoir des ODD dans leur chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment important qu'on l'ait à l'esprit pour pouvoir accompagner les jeunes start-upers qui arrivent, ceux qui sont en idéation ou ceux qui ont des prototypes déjà réalisés pour inclure un volet durable dans leurs activités. C'est important. Et ces incubateurs-là aussi ont besoin de se faire former par des associations avec Cécile, avec Sibi, dans leur approche d'inclusion financière et leur faire comprendre que aujourd'hui, l'argent peut avoir un impact significatif sur l'environnement, sur l'écologie, sur le bienfait et le bien-être. Donc, c'est quelque part quelque chose que on doit apporter aux incubateurs pour les inculquer et donner ces valeurs-là aux entreprises aujourd'hui qu'ils accompagnent pour avoir des entreprises avec une bonne chaîne de valeur, avoir des amplis qui ont un impact au-delà du social, de l'environnement, de l'éducation ou de tout autre service d'ordre qu'on peut apporter. Mais l'essentiel, c'est que, je dis, tout part de la formation, de la sensibilisation et de l'éducation. À partir du moment où ces bases-là sont posées, je vous assure que autour de nous, ça va se faire de façon contagieuse, en fait. Et là, on pourra atteindre nos objectifs très rapidement en ayant vraiment à cœur d'apporter du service, mais du service durable, du service à impact, du service qualitatif à l'ensemble de la population.
Merci. La dernière question, toujours pour vous, Ange. Pouvons-nous savoir où au Sénégal vous avez pu intervenir et quel a été l'impact? Alors, au Sénégal, on a intervenu dans la région de Fatick, précisément à Foundiougne et à Saint-Louis également. Donc, c'était des zones totalement rurales où on a apporté des solutions solaires avec de la connectivité pour permettre aux artisans de cette région-là de pouvoir commercialiser leurs produits aux artisans, de vendre leurs produits. Mais également aussi de connecter les populations à Internet et d'avoir accès. Et là, c'est une initiative qui est partie de Mohamedou Diallo, qui est le président des ATDA, qui a lieu à Abidjan même en ce moment depuis 2, 3 jours, qui a permis justement de financer cette initiative-là dans le département de Kaffrine également. Donc, les populations ont bénéficié des infrastructures, des services également pour accéder à Internet. Et puis, des services se sont mis en place, un site e-commerce où les populations ont pu vendre au-delà même du Sénégal, de l'Afrique et à l'international leurs produits. Donc, il y a eu un impact considérable sur les artisans, mais également aussi sur les planteurs qui ont mis en place une plateforme de présentation de leurs produits verriers qui permettait de montrer toute la partie bio et depuis les semences jusqu'à la récolte. Et ils ont connu non seulement une hausse au niveau de la vente, mais ont réduit tout ce qui était denrées périssables, en fait, parce qu'ils avaient en face des gens qui vivaient, qui suivaient en ligne les productions et qui directement pouvaient les commander pour de la plantation à l'assiette directement. Et là, c'est un regain de plus de 30% de chiffre d'affaires des coopératives des femmes pour leur permettre de faire ça. Et on a mis en place également une chambre froide avec des congélateurs de plus de 300 litres de capacité, totalement alimentés au solaire. Et avec ça, désormais, il y avait plus de pertes post-récolte parce qu'elle pouvait stocker, transformer, même une salle de transformation de matières premières où elle pouvait déjà faire une première transformation et conserver et en ce moment consommer ou vendre. Donc, voici les différents impacts qu'on a eus avec ce projet-là sur le Sénégal. Très impactant. Merci pour cet échange, Ange. Donc, nous sommes arrivés à la fin Avec plaisir. de nos échanges. Je rappelle qu'il y a un questionnaire d'évaluation qui a été lancé. N'hésitez pas à le remplir. Nous avons besoin de vos avis. Donc, les discussions mettent en lumière les opportunités et les défis de la RSE dans notre secteur, dans le secteur financier. Et il est clair que l'innovation, la collaboration et une vision à long terme sont des clés pour un changement durable. Les exemples qui ont été partagés par nos panélistes montrent bien que la RSE n'est pas seulement un impératif éthique, mais également une stratégie gagnante pour renforcer l'inclusion financière, économique et sociale, mais aussi et surtout améliorer la qualité de vie des communautés et répondre aux enjeux environnementaux. En intégrant des outils comme ceux développés par Cerise ou en investissant dans des initiatives comme celle de FINCA, RDC ou de l'IFILED, encadrer des orphelinats, euh, mettre en place des programmes d'éducation digitale sur les bonnes pratiques, sur l'agriculture résiliente, sur le respect de la nature. Avec toutes ces activités et ces initiatives-là, nous pouvons transformer les défis actuels en opportunités durables. Donc, construire un avenir meilleur commence aujourd'hui, comme l'a si bien rappelé Ange. Prenons action aujourd'hui. Nous qui représentons des institutions financières, nous qui représentons toutes ces entreprises-là dans le domaine financier, que nous soyons institutions financières ou pas, ou que nous soyons accompagnateurs, que nous soyons ONG, nous devons prendre action et poser des actions concrètes et engagées. Et ne pas oublier que il y a des enjeux importants et que en pensant à des champions qui vont piloter nos stratégies que nous aurons développées, en pensant à intégrer et mettre l'humain au centre de toutes les stratégies qui seront développées, toutes les participations seront actives et toutes les contributions seront précieuses et permettront d'atteindre l'objectif final. Merci encore à toute l'audience, à nos panélistes pour tous ces échanges, pour vos contributions. N'hésitez pas à contacter nos panélistes d'ailleurs pour aller un peu plus loin. N'hésitez pas à nous contacter non plus à MSCI Microsafe Consulting. Nous sommes là pour travailler et faire avancer le secteur.
Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire sur les applications de l'intelligence artificielle le 3 décembre prochain à 15h GMT, heure de Dakar, mais aussi sur notre site microsafeconsulting.net ou le hub de la finance digitale pour plus de contenu, des podcasts avec des personnes émérites du secteur financier. Merci encore à tous et bonne fin de journée. Au revoir, chers panélistes. Merci. Merci, Au revoir. merci Elisabeth, Merci. merci, Au chers revoir. panélistes. Au revoir. Au revoir.